Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis le professeur Hamza Bouali, enseignant au lycée qualifiant 14 août à l'Académie régionale de l'éducation et de la formation Laayoune, direction provinciale Laayoune. Et aujourd'hui, Inch'Allah, on va terminer nos études à distance dans une vidéo dans laquelle, Inch'Allah, on va présenter la récapitulation ou bien le résumé global du roman à thèse, le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Alors on va essayer ensemble, Inch'Allah, de combiner toutes les informations de ce roman-là, tout en précisant ou bien en se basant sur l'élément essentiel, à savoir les lieux visités par le héros ou bien par le personnage principal. Alors pour établir ce résumé-là, ou bien pour schématiser ces actions, on va procéder ou bien utiliser notre diapo ici. Comme vous voyez, voilà. Donc premièrement, on va définir ou bien présenter l'œuvre. Deuxièmement, ou bien ensuite, on va indiquer, selon la présence de notre héros ou bien du condamné, dans chaque lieu, on va essayer de résumer les éléments essentiels qui se sont passés ou bien les actions essentielles que le narrateur a fait durant la visite de chaque lieu. Alors, vous connaissez bien que c'est un roman à thèse, comme il est déjà indiqué. Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Pour définir ou bien donner l'identité de cette œuvre-là, on va définir l'auteur, sa date et le lieu de naissance. Il est né en 1802 à Besançon, comme il est décédé en 1885 à Paris. Et voilà quelques écritures de M. Victor Hugo, Les Misérables, Les Châtiments, Les Travailleurs de la mer et Notre-Dame de Paris. Ça a été une courte biographie de notre auteur. Deuxièmement, bien sûr, pour définir le roman, on doit savoir quelques informations le concernant. Alors, sa date de parution, c'est 1829. C'est un roman à thèse comme vous le connaissez tous. La thèse défendue, quand on parle d'une thèse, bien sûr, on doit l'indiquer. La thèse défendue, c'est l'abolition de la peine de mort et il appartient au mouvement du romantisme. Alors ça, c'était juste une petite récapitulation de l'identité de l'œuvre. Alors après, on va commencer dans notre résumé par le premier lieu dans lequel était le condamné. Il était au tribunal. Vu qu'on sait bien que le condamné, il est condamné à mort, le premier lieu dont il doit être présent, c'est le tribunal. Alors, qu'est-ce qu'il a fait au tribunal? Voilà l'indicateur temporel à 8 heures. Le narrateur ici, ou bien le condamné, a discuté sa condamnation entre sa réalité et son propre rêve. La réalité d'être condamné à mort, mais le rêve, c'est avant d'être condamné à mort ou bien dehors du tribunal. Le narrateur décrit sa vie avant l'emprisonnement, sa joie et son bonheur, sa capacité de résoudre tous ses problèmes. Il nous donne ici, ou bien il nous décrit comment il pouvait auparavant résoudre tous ses problèmes, alors que maintenant le seul problème qu'il a dans sa tête, c'est le fait d'être emprisonné ou bien plus précisément d'être condamné à mort. Et pour plus de description, il l'a personnifié en utilisant cette phrase ici, comme un spectre de plomb à mes côtés. Deuxièmement, il a fait une description de son entourage, ça veut dire dans le tribunal. Et finalement, il nous a dit ou bien il nous a exprimé un fait qu'on appelle le sadisme. Il se trouve dans le fait que son avocat, durant sa présence au tribunal, il est parti pour prendre le petit déjeuner. Aussi dans le fait qu'une petite fille est venue pour lui déclarer que sa grâce va être vue ou bien donnée après 6 semaines. Ça, c'est ce qu'on appelle le sadisme. Et il a terminé sa description par une phrase que je trouve ici très importante. Tous les gens sont condamnés à mort. La différence, c'est qu'ils ne savent pas l'heure exacte. Alors ici, on a terminé les éléments principaux quand il était au tribunal. Maintenant, on va partir au deuxième lieu, à savoir Bicêtre. Après le tribunal, ils ont emporté notre narrateur ou bien le condamné à Bicêtre. C'est la prison où il va passer la durée de 6 semaines jusqu'à son exécution.
Bicêtre, le narrateur l'a découpé ou bien l'a divisé en 3 étapes. Ses premiers jours à Bicêtre, il a parlé de soi, ça veut dire le narrateur a parlé de lui-même, et le cachot, c'est la petite cellule où il était présent durant toute cette durée. Ses premiers jours à Bicêtre, il a fait une petite description de Bicêtre, du près ou bien de près et de loin, ça veut dire au chemin, ou bien dans le chemin. Il a dit qu'au premièrement, il était un château comme celui du roi, alors que quand il était arrivé, ou bien quand il est arrivé, le château devient masure. Et il a décrit encore la situation dans Bicêtre. Il a dit qu'il avait des mesures de haute sécurité, point de couteau, point de fourchette, ça veut dire pour ses repas. Mais après, il a eu une petite marge de liberté quand il a dit, quand ils lui ont permis de faire une petite promenade tous les dimanches et il s'est débarrassé de la camisole. Vous savez, la camisole, c'est le truc qu'on met pour emprisonner ses mains ou bien pour fixer ses mains. Deuxièmement, le narrateur, bien sûr, il a parlé de soi-même, il a parlé de lui. Le condamné se pose la question s'il pouvait écrire alors qu'il était emprisonné dans une seule idée. Je tiens à vous dire ici qu'il a choisi d'écrire pour 2 objectifs. Premièrement, le narrateur a choisi d'écrire pour, premièrement, se soulager et pour faire passer le temps, mais l'objectif essentiel, c'est de transmettre un grand message au juge et aussi aux gens, parce qu'on parle d'un roman à thèse. La thèse défendue, c'est l'abolition de la peine de mort. Alors, voilà l'outil avec lequel il va nous transmettre son message. Et finalement, il prend la décision d'écrire pour moins de souffrance et d'angoisse et pour donner des messages au juge. Voilà. Deuxièmement, il se pose la question de ce qu'il va recevoir en contrepartie s'il arrive à sauver les autres prisonniers. Je l'explique comment. Ici, c'est le fait que le narrateur ici pense à son profit. Qu'est-ce qu'il va en profiter s'il arrive à sauver les autres? Ça veut dire les juges vont comprendre ce message, mais trop tard. Alors, il va être déjà exécuté. Qu'est-ce qu'il va bénéficier lui-même? Troisièmement, il commence à compter combien de jours qui lui restent pour vivre. Et finalement, le narrateur nous fait part de son état civil. Il commence à nous raconter sa vie. Il avait une mère de 64 ans. Il était très malade. Aussi sa femme qui était malade physiquement. Il était alité. Mais la seule personne qui l'intéresse, c'est sa petite fille qu'il n'a pas vue depuis qu'il avait 2 ans et 1 mois. On passe maintenant à ce qu'il a fait dans son cachot, là où il y en a beaucoup d'informations. Durant le cachot, la description du cachot, il nous a décrit sa cellule, comment il était, 8 pieds carrés, des murailles de pierre, etc. Et ça lui cause l'étouffement parce qu'il n'y en avait pas ni fenêtre ni de soupirail. Et il avait une grande surveillance, un surveillant permanent sur sa porte. Il y avait dans ces murs des graffitis sur les murs où il y en a des mots, des noms, etc., du sang. Et ce qui l'a beaucoup choqué, c'est le fait de la présence ou bien un dessin de la guillotine. Et aussi, il a trouvé des noms comme Dotin, Paulin, Jean-Martin, celui qui a tué son père, son frère, et aussi celui qui est spécialisé dans le fait de tuer des enfants. On a aussi, dans sa présence ou bien durant sa présence dans le cachot, on l'a découpé en 4 parties. Premièrement, le festival. Deuxièmement, à l'infirmerie, à la cellule et le commencement du jour dernier. Alors, le festival. C'est quoi le festival? C'est le fait que le narrateur ici a assisté en quelque sorte à un festival, lequel le narrateur s'est réveillé un jour sous un grand bruit en demandant au surveillant permanent de sa cellule si c'était une fête. Ce dernier la lui a changé pour pouvoir regarder le festival qui était le fermement des forçats. Une description du lieu et de ce qu'il a vu d'une façon dévalorisante vu qu'il était pris par la stupeur et le choc. Alors, la vision qu'il a vue, la chose qu'il vient de voir maintenant l'ont choqué ou bien les choses qu'il vient de voir l'ont choqué, ce qui lui a causé une sorte de stupeur. L'assimilation du ferrage, c'est pourquoi on l'a appelé un festival. Il a assimilé le ferrage à une scène de théâtre qui se compose de 3 actes. Le premier acte, la visite des médecins pour consulter les forçats s'ils sont capables de travailler. Le deuxième acte, la visite des geôliers. Ça a encore une sorte de sadisme, c'est ceux qui payent pour s'amuser ou bien pour se plaisanter de la souffrance des autres. Et le troisième acte, c'est le départ des forçats ou bien leur
fait rage. À la fin, le narrateur est devenu le sujet des spectateurs. Ça veut dire quand le spectacle est terminé, tous se sont adressés vers le narrateur, ce qui lui a causé un évanouissement ou bien pour s'évanouir à la fin. Il se réveilla dans une infirmerie. Voilà le deuxième lieu durant cette petite histoire. Il se réveilla dans une infirmerie, ce qui a créé chez lui une sorte de joie et de bonheur. Voilà, il s'est déplacé maintenant de sa cellule vers une infirmerie, mais il va durer juste un petit moment. À l'infirmerie maintenant, il nous a décrit le départ des forçats encore, le bonheur de se trouver dans l'infirmerie, les grabats et les lits. Alors, ici, le narrateur s'est senti un peu libéré parce qu'il s'est déplacé de la cellule qui était fermée, ni soupirail ni fenêtre, vers une infirmerie où il y en a au moins des lits. La description du voyage des forçats à Toulon, qui va durer 25 jours. Aussi, les forçats sont assimilés à des animaux, vu qu'ils étaient humiliés, il y avait de pluie, ils respectent beaucoup l'ordre, ils reçoivent beaucoup de coups de bâton. Et il a décrit encore aussi le cortège où ils sont partis, 5 charrettes chargées d'hommes, la 6e chargée de chaudières, de gamelles, de cuivre et de chaînes de rechange accompagnées des chevaliers. Ça, c'est une parole du narrateur. Au retour à la cellule, le narrateur regrette ne plus être à l'infirmerie vu qu'il pouvait s'évader. Alors, pendant qu'il était à l'infirmerie, il avait une petite marge de liberté. Peut-être parfois, il y avait une porte entrouverte, il pouvait s'évader ou bien s'enfuir. Maintenant, quand il s'est retourné ou bien quand il est retourné à la cellule, il a regretté ceci parce qu'il pouvait s'évader auparavant, maintenant non. Il insiste sur le fait qu'il était jeune encore, il avait une grande force, il était robuste et il était de l'inégalité ou bien l'injustice de tuer un jeune homme dès son jeune âge. Il n'était pas prêt à mourir après 6 semaines. Il a commencé à nous réciter et à nous décrire les souvenirs à l'infirmerie, une petite chanson de la petite fille qui rappelle la mort. Durant sa présence à l'infirmerie, il a rêvé, ou bien son seul souhait c'est d'entendre une petite chanson. Alors, il ne savait pas si Dieu qui lui a envoyé une petite fille ou bien le démon, une petite fille est venue près de la fenêtre pour chanter une chanson. Sauf que cette chanson était une chanson qui raconte la mort de son père. C'est clair. Et son père, il était condamné lui aussi à mort. Et il a demandé sa grâce. Pour demander sa grâce, il a envoyé une petite lettre à sa femme, celle qui a fait tous ses efforts pour avoir sa grâce, sauf à la fin, il ne l'a pas eu et ils l'ont tué. Ce qui fait, il lui rappelle encore son histoire. Vers la fin, le narrateur rêve de l'évasion encore, qui ne peut jamais être réalisée, et il nous montre à la fin qu'il connaissait très bien la ville de Bicêtre en racontant ses souvenirs d'enfance. On constate ici que le narrateur a déjà vécu quelques moments à Bicêtre. Le commencement du dernier jour ou bien le jour G, c'était à 6 h du matin. Il a reçu des visites. L'entrée du guichetier pour lui demander ce qu'il désire à manger. Il a reçu la première visite du guichetier. Il lui a demandé son dernier souhait, c'est son dernier repas, c'est clair. L'entrée du directeur de la prison pour voir le condamné, et ça a été une fausse cause parce que sa vraie cause, c'est s'assurer qu'il ne va pas se plaindre ni de lui ni de ses subordonnés. Et encore, il a reçu d'autres visites, par exemple celle du prêtre qui a pour objectif le soulager et le consoler et le préparer à son exécution. La deuxième, c'est celle du huissier, seulement pour l'informer que son pourvoi était rejeté. Le pourvoi demandé au tribunal, après toute cette durée, il était rejeté, ça veut dire qu'il va être exécuté à la fin et que l'exécution aura lieu le jour même à la place de grève. Voilà maintenant notre tour dans le cachot et généralement dans Bicêtre est terminé. On va partir au troisième lieu, à savoir la conciergerie. Ils l'ont ramené maintenant de Bicêtre vers la conciergerie et il a commencé par dire « Me voici transféré comme dit le procès-verbal, 7h30 », l'indicateur temporel et de lieu. Le voyage de Bicêtre à la conciergerie, il est encore assimilé comme celui des forçats.
Le cortège qui l'a accompagné, il y avait l'huissier, le prêtre et les 6 gendarmes. Le prêtre, seulement son travail, c'est de parler, ce qui était une chose de bruit, une sorte de bruit pour notre condamné. Voilà, le prêtre bénéficie de chaque occasion pour commencer ses paroles, qui étaient juste du bruit pour le condamné. Quand ils sont arrivés, il y avait des douaniers, par exemple à la porte de la conciergerie, mais qui l'ont consulté, qui l'ont cherché comme une espèce de mouton ou de vache conduite à la boucherie. La durée du voyage était 1 heure. Dans la conciergerie, il a visité 2 lieux. Premièrement, au cabinet, deuxièmement, dans la cellule. Le cabinet, à l'arrivée au cabinet, il a rencontré son héritier, comme il l'a appelé, le frioche. Son héritier, ça veut dire c'est celui qui va prendre sa place à Bicêtre. C'est le deuxième ou bien le condamné à mort suivant. Le lieu dans un cabinet au rez-de-chaussée de la conciergerie, près de celui du directeur. On constate ici une présence d'un récit enchâssé dans lequel il a décrit le frioche. Il nous a raconté l'histoire de Frioche et aussi sa description. La voici, une petite description. Il était âgé de 55 ans, ridé, grande taille, repoussant à voir. Il était orphelin dès son jeune âge et il était encore un fils d'un criminel qui était condamné à mort. Finalement, le narrateur s'est mis en colère car son copain, ça veut dire le Frioche, lui a enlevé sa redingote, non pas par charité, mais parce qu'il avait peur de lui. Notre narrateur ou bien le condamné avait peur du Frioche, ce qui fait qu'il lui a donné sa redingote. Sortant du cabinet et entrant dans sa cellule. Le condamné, à 10 heures maintenant, le condamné est transféré vers une cellule où on lui apporte sur sa demande une chaise, une table, un lit et ce qu'il faut pour écrire. Maintenant, ils lui ont donné ce qu'il veut. 6 heures avant le temps de l'exécution, le narrateur commence à s'adresser dans un discours fictif à sa fille, mais le message était adressé à tous les gens au but de critiquer la justice et la peine de priver une fille de son père. Voilà la thèse grande défendue, ou bien la thèse essentielle. Il essaie de transmettre un message à partir de cette critique, qui ne peut pas prononcer son nom. Voilà, priver une fille de son père. Il pense encore à la guillotine, mais dans ce chapitre-là, il ne pouvait pas prononcer son nom. Il s'est contenté de dire seulement une combinaison de 10 lettres. Il se souvient de la place de grève qu'il a vue lors de l'exécution d'un autre condamné, ce qui lui fait penser à sa grâce et qu'il préférait être un forçat que mourir. Voilà, maintenant ici, il espère seulement être un forçat et non pas mourir. Au début, il voulait avoir sa grâce, mais maintenant non. Dans ce lieu encore, il nous a raconté quelques souvenirs et il a reçu encore quelques visites. La visite première du prêtre, la deuxième c'est de l'architecte. Ici nous avons un discours ironique parce que l'architecte lui a annoncé que cette conciergerie où il était présent va être renouvelée, mais malheureusement sans sa présence. Ça veut dire qu'il va être tué. Encore la rencontre avec un gendarme superstitieux. Il nous a raconté ses souvenirs d'enfance, comment il était joyeux, comment elle était sa jeunesse, et il nous a annoncé qu'il avait des frères. Et sa rencontre avec une fille andalouse, une jeune andalouse qu'il a appelée Pepa ou bien Pepita. Quelques heures avant l'exécution, le stress augmente, bien sûr. Il avait une perturbation dans le temps parce qu'il n'arrivait pas à déterminer le temps exact et il s'est contenté de dire « une heure vient de sonner, je ne sais laquelle ». Au milieu de ses souvenirs, il pense à son crime et dit « s'ouvre par un crime et se clôt par un supplice » et pense à ceux qui se préparent pour lui, ça veut dire ceux qui ont le travail de le tuer. Un souvenir de sa visite à Notre-Dame de Paris, il s'est souvenu d'une visite qu'il a faite à Notre-Dame de Paris et il a comparé sa situation à Notre-Dame de Paris et sa situation, ou bien sa présente situation. Il était tout seul et encore, durant sa visite à Notre-Dame, il était encore tout seul. Sortons maintenant du lieu, la conciergerie, et on va entrer ensemble vers l'hôtel de ville. L'hôtel de ville encore, le narrateur ici a fait une description dévalorisante de l'hôtel de ville. On comprend qu'il a été transféré de la conciergerie vers l'hôtel de ville maintenant. Et il a dit un édifice sinistre, sombre, des escaliers usés, etc. Il a commencé à avoir des douleurs physiques, douleurs de tête, les yeux qui cuissent, et encore une souffrance morale. Pour dire, ils disent que ce n'est rien, qu'on ne souffre pas,
que c'est une fin douce, que la mort de cette façon est bien simplifiée. Ça, c'est un discours ironique. Il parle des juges. Et puis, on ne souffre pas, en sont-ils sûrs? Qui leur a dit ça? Ou bien qui le leur a dit? Content que jamais une tête coupée se soit dressée sanglante au bord du panier et qu'elle ait crié au peuple, cela ne fait pas du mal? Alors ça, c'est une sorte de discours ironique. Et finalement, le condamné pense et se compare au roi qui peut le gracier. Il a fait une comparaison entre la situation du roi. Le roi est tout seul dans un château, sauf que le monsieur ici, condamné, est tout seul, mais dans une prison. La pensée à sa mort, une imagination de ce qui va se passer après l'exécution. Ça veut dire après la mort, il commence à imaginer sa situation. Il a vu un cauchemar, ou bien il a fait un cauchemar, une maison avec un salon qui représente la place de grève. Des profils immobiles sur les murs, des murs teintés en rouge, signifiant le sang. Il y avait une vieille femme derrière l'armoire au linge qui représentait la mort. Ça, c'est une petite illustration de sa situation maintenant. C'est clair? Une maison avec des murs teintés en rouge, etc., ça représente sa même situation, mais la vieille femme derrière l'armoire au linge, c'est la guillotine ou bien la mort. Le mot « papa », le narrateur ici a reçu une visite, mais cette visite était exceptionnelle, c'était la visite de sa fille avant son exécution. Sauf que cette fille ici, ou bien sa fille, n'arrivait pas à le connaître. La description valorisante encore de sa fille, bien sûr qu'il a dit une petite fille, une jolie fille, etc. Il n'a pas pu le reconnaître quand elle a dit « Oh, vous me faites du mal, monsieur », m'a-t-elle dit. C'est comme ça que le narrateur a su qu'il était condamné encore de ne plus entendre une autre fois le mot « papa ». Non pas à mort, mais aussi de ne plus entendre le mot « papa ». Et finalement, il se prépare lui-même à son exécution. Sa préparation à l'exécution, préparation à la mort, il dit qu'il existe des gens qui vont observer son exécution et eux aussi sont condamnés à mort. Ça veut dire qu'ils vont mourir après lui. Sa dernière pensée à sa fille, quand il a dit « Voilà, moi je n'ai pas de truc pour transmettre un message ou bien de laisser un héritage à ma fille », donc il a pensé seulement à écrire et il a dit « Peut-être aurais-je encore le temps d'écrire quelques pages pour elle avant qu'elle les lise un jour et qu'elle pleure dans 15 ans pour aujourd'hui. » Donc voilà le dernier message qu'il va laisser à sa fille. Sortons maintenant encore de l'hôtel de ville et on va s'adresser vers la place de grève. À 3 heures, l'indicateur de temps, le condamné est amené à la guillotine devant la foule des spectateurs. Il a senti la peur. Il y en a une présence d'un récit rétrospectif, la description de la toilette du condamné jusqu'à l'arrivée devant les juges, ou bien le juge. Ils lui ont fait une petite, soi-disant une toilette, ça veut dire la fouille qu'ils lui ont fait, ou bien la recherche avant d'être exécuté. Et finalement, vers la scène, ça veut dire la situation finale, ou bien la dernière action, le condamné essaie une dernière fois de tenter sa chance pour sa grâce. Et il a fait une description de sa posture, ça veut dire qu'il s'est mis aux genoux, ou bien sur ses genoux pour demander la grâce au juge une dernière fois. Et il a dit des grâces qui arrivent au dernier moment. On l'a vu souvent. Ah, les misérables, il me semble qu'ils montent, ou bien qu'on monte l'escalier. Et finalement, il a terminé par 4 heures. Sauf qu'ici, il nous a laissé dans une sorte, ou bien soi-disant le suspense. C'est clair, parce qu'on ne sait pas. Est-ce que ces misérables qui montent l'escalier sont ceux qui sont responsables de le tuer? Ou bien c'est sa grâce qui arrive en ce moment-là? On ne sait pas. Juste à la fin, l'indicateur temporel, c'est 4 heures. Alors comme ça, on a terminé notre résumé de cette leçon, ou bien de ce roman-là. On va essayer d'écrire ou bien de schématiser toutes ces informations dans notre tableau comme suivant, ou bien comme vous allez voir maintenant. Premièrement, la visite était au tribunal, ou bien le premier lieu, c'est au tribunal. Deuxièmement, du tribunal, il est parti vers Bicêtre. De Bicêtre vers la conciergerie.
Et dans la conciergerie, on avait le jour J. Voilà. Après, le jour J, il est amené vers l'hôtel de ville. Et à la place de grève, et finalement, ce que j'ai appelé sur scène, ça veut dire prêt à la guillotine. Voilà, comme ça, on a schématisé tous les lieux qui sont ou bien que le narrateur a visité dans notre roman. Merci beaucoup pour votre attention. On se voit, Inch'Allah, ou bien je vous donne rendez-vous dans une nouvelle vidéo. Merci.